Et merci d'être si nombreux au rendez-vous de l'écriture espagnole aujourd'hui. Je vais vous présenter les 3 écrivains qu'on a la chance d'accueillir, qui viennent tous les 3 d'Espagne. Ce sont de véritables Espagnols. Ils ne parlent même pas français ou très peu. Donc cela va se passer en espagnol. Nous avons notre aimable conteuse cubaine, Mercedes Alfonso, qui a accepté gentiment de tenir le rôle de traductrice. Voilà. Alors, je vais vous présenter les écrivains. Julio José Ordovás, qui vient de Saragosse et qui publie en France son premier livre, L'Anticorps, aux éditions de l'Olivier. Il est critique littéraire et il a publié de nombreux recueils de poésie. C'est un poète. Voici Kiko Amat, qui vient de Barcelone et qui a son premier livre aussi publié en France, aux éditions Asphalt, tout ce qui fait boum. Et vous verrez que ça fait boum. Et en dernier, nous aborderons le gros pavé de Aro Sainz de la Mata, le bourreau de Gaudi, aux éditions Actes Sud, traduit par Serge Mestre, qui est un invité du festival, qui ne peut pas venir aujourd'hui, qui sera demain au stand de la libraire avec son livre qu'il a écrit sur Garcia Lorca. Voilà. Alors, Julio, L'Anticorps, c'est un récit de jeunesse, c'est un roman d'initiation. Qui est l'Anticorps? El anticuerpo es un joven punk enfermo de SIDA que va al norte de España, de una ciudad del norte de España, va a morir en un pequeño pueblo. Alors le protagoniste, qui n'est pas cet homme malade, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, vous allez nous dire pourquoi peut-être, il parle à la première personne. Est-ce que c'est une façon pour vous de donner la voix à la jeunesse et d'être directement en contact avec cette jeunesse? Yo necesito utilizar la primera persona para creerme lo que estoy escribiendo. Si no te crees lo que estás escribiendo, lo que estás contando. Et le protagoniste, donc, il découvre le monde au hasard de rencontres. Voilà, c'est un thème extrêmement récurrent qu'on retrouve aussi également chez les autres auteurs. La rencontre avec les autres. Parlez-nous de cette rencontre. Una de las grandes novelas para mí, una referencia es La Isla del Tesoro. Entonces, de alguna manera esta novela es una especie de adaptación de La Isla del Tesoro llevada a los tiempos actuales y a mi situación biográfica, a mi vida. Nous trouvons un parallèle entre deux mondes, le monde rural et le village, le monde de la cité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de quel est le parallèle entre ces deux mondes? Bueno, yo quería contrastar esas dos miradas. La mirada del niño, del adolescente que está descubriendo el mundo y que ha crecido en un pueblo muy pequeño, con la mirada del chico de ciudad que de repente se ve ahí en un mundo para él, es el mundo rural que desconoce por completo y que le horroriza, y contrastar eso. Il y a un aspect du livre que j'ai beaucoup aimé. Le protagoniste aime se balader sur les toits des maisons. Il a une perspective très intéressante de la nature et de la ville. Pourquoi se balade-t-il sur les toits? Yo me pasé toda la infancia andando por los tejados y a escribir subía siempre al tejado de mi casa. Et j'ai monté même sur les toits. Et pourquoi veut-il échapper à la vie en montant sur les toits? Pues sí, porque pueblo pequeño es un gran infierno, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces, Josu, qui est notre
héros, l'autre personnage qui vient mourir dans ce village, il est un survivant, il vient de la ville. De quoi est-il un survivant? Oui, c'est exactement ça, c'est la période des années 80, la jeunesse post-franquiste. Dites-nous un petit peu le malaise qu'il y a dans cette société. Los jóvenes españoles por primera vez disfrutaban de la libertad, ¿no? Entonces tenían todo a su disposición, con drogas. Donc il avait la drogue. Bueno, es un momento de una creatividad extraordinaria, por ejemplo musicalmente. C'est en même temps un moment d'effervescence créative, culturelle, la musique par exemple. Creo que dejó muchos muertos. Mais qu'en même temps ça a laissé pas mal de morts. Justement, vous parlez de mort, il y a dans votre livre beaucoup de cruauté, de la violence, mais elle n'est pas seulement dans le livre, n'est-ce pas? Sí, la violencia está, y en España, en un pueblo pequeño, tú ves la violencia de forma, creces con esa violencia. Eh bien, il y a de l'alcoolisme, il y a de la drogue, il en a parlé, il y a de l'agressivité dans cette société qui se retrouve donc dans son livre. Mais cette violence, dans cette violence, il se dégage, c'est ça qui est très curieux, une certaine douceur. Est-ce que vous éprouvez de la bienveillance pour vos personnages? No sé, yo no siento compasión por mis personajes, pero je ne sens pas du tout de la compassion par mes personnages, sí los estiro. mais je les aime, mes personnages. C'est une subtile finesse, voilà. Justement, vous avez une affinité avec la nature et les animaux. Dans le livre, on dit que les animaux réagissent d'une manière plus humaine que les êtres humains. Dites-nous un petit peu à ce sujet. Los animales, no sé, yo crecí en mi vida, mi infancia fue tan importante los animales como las personas, ¿no? J'ai grandi entouré des animaux et dans mon enfance, les animaux étaient aussi importants que les gens, les personnes. Y los conoces también como... Et tu finis par les connaître aussi bien que les personnes. Alors, juste pour terminer, le style de ce petit livre, c'est un style très vif, des phrases courtes, au plus près des émotions des personnages. Et comme je vous ai dit au début, c'est un poète et on reconnaît tout à fait des images poétiques. Il y a on se confond le rêve et la réalité, tout se mêle. Est-ce que le rêve et la réalité se mêlent vraiment pour vous? Oui. Para escribir esta novela, pues luego que me trasladé, ficcionalizas los recuerdos. Y esos recuerdos se mezclan con los sueños y de ese mundo extraje la novela. Ce que j'ai lu dans le roman, et je voudrais vous demander si vous pouvez la faire vôtre. J'écris pour ne pas mettre de bombe. Esta novela, el personaje que es un yonki que va a morir a un pueblo, pero... Dans cette roman, il y a ce jeune yonki qui va mourir dans un village. Había un grupo que a mí me gustaba mucho y se convirtió en un mártir, que era Josu Espósito. Il avait un groupe musical que j'aimais beaucoup. Josu Espósito, Josu Espósito. se titulaba Bulto, y cantaba, ellos tenían canciones como anti-todo, ¿no? Et il avait des chansons anti-tout. La respuesta a ese mundo, ¿no? Esa juventud que... Donc toi, tu écris pour ne pas mettre de bombes. Voilà, merci Julio. On va passer maintenant avec une transition tout à fait évidente, puisque on a parlé de bombes, et maintenant, voilà, on va parler de boom avec Kiko Amat. Kiko Amat, c'est un roman sur l'adolescence, c'est un récit de vie, c'est un roman d'apprentissage. C'est donc un point commun avec le roman de Julio Ordovás. Il y a également un autre point commun, c'est les années 80, la jeunesse des années 80 après la période franquiste, dans une société qui est sans idéologie, où
il y a une liberté totale et les gens ne savent pas, les personnes ne savent pas très bien quoi faire avec cette liberté. Donc ça va dans des déviances extraordinaires. Votre roman, donc, Tout ce qui fait boum, le héros s'appelle Panic Orfila. Drôle de nom, drôle de type. Siempre les he puesto nombres raros a mis protagonistas porque son gente rara y no les encajaba un nombre. Y además Panic era como una referencia a una canción de los Smiths que se llama Panic. Oui, je reviendrai sur l'aspect musical de ce roman tout à l'heure. Le premier mot de ce roman, c'est obsession. ¿A quoi, obsession? Yo como persona, no como personaje, tengo tendencia a la obsesión compulsiva, no diagnosticada, Pas diagnostiqué. autodiagnosticada. Autodiagnostiqué. Y me interesa la obsesión porque, como dice el libro, es el hermano maligno de la pasión, sin la parte de cariño. Es solo una visión focalizada que desea algo, pero ya no hay el cojín de amor. Es solo. Alors le livre, il commence par la fin. Vous pouvez nous en parler de ce début? Al principio del libro nos encontramos al protagonista volando a 111 kilómetros por hora porque se acaba de estrellar en Vespa. Y desde allí empieza el flashback que un poco rememora toda su vida y que le ha llevado a la Donc dans ces quelques minutes avant qu'il s'écrase contre l'arbre, il va nous emmener dans ses souvenirs et dans sa vie. Alors un des grands souvenirs de sa vie, c'est sa grande tante Angèle. Dites-moi un petit mot sur cette personne très originale qui va lui inculquer une éducation hors norme. La gente tiende a fijarse en la tía cuando leen mis libros porque el protagonista, al desaparecer sus padres, la única educación que tiene es la de la tía abuela. Y la tía abuela tiene una organización terrorista de abuelas en el pueblo y que realizan actos de vandalismo público, destrucción de semáforos. Y vont détruire des feux. Así que, y la tía le dice que toda educación institucional es un lavado de cerebro y que esa es la única educación. Il a quelques phrases. Ne te mêle pas de... Le système veut anéantir ton libre arbitre. Libère ton esprit et tes fesses te suivront. Voilà le genre, vous voyez. Voilà. Bien, et cette tante va lui inculquer tout ce qui se résume par des mots finissant par isme. En ismo. Y mi protagonista, de niño, es un niño raro, ¿no? Comme moi-même. Y cuando es aún un niño empieza a interesarse por las vanguardias, los anarquismo, surrealismo, dadaísmo, satanisme y masturbación. Et masturbation que le finit par Masturbacionismo. Pero lo hace, se tiende a hablar de las vanguardias como algo elevado, intelectual, pero él como niño ve las vanguardias como es un juguete más. Por tanto, un día quiere ser Guy Debord y quiere ser situacionista y el siguiente. Y él cree que va a impresionar a la gente del colegio, pero la gente del colegio le tira piedras y le escupe porque a la gente no le gusta la rareza. En fait, c'est le thème de la solitude et de l'exclusion. Il ne se sent pas adhérent à la société, il est en dehors de la société, il a un besoin extrême de reconnaissance et c'est sa manière à lui d'essayer d'attirer l'attention. D'ailleurs, il va faire des rencontres, c'est encore un peu comme chez Julio. Le thème de la rencontre, l'autre ne se définit que par rapport à la rencontre avec les autres. La rencontre décisive, c'est avec un groupe, encore une fois très bizarre, les vorticistes. S'il vous plaît, parlez-nous de ce groupe. Vorticistes, moi existé pour de vrai, c'est un coranisme réel. Pero en este caso, mis vorticistas son otro grupo terrorista. Entre Julio y yo va a parecer que todos somos... y es un grupo terrorista que
que actúa en Barcelona y que su objetivo es destruir la torre de telecomunicaciones de Collserola, que es la más grande que hay en Barcelona, para dejar a la ciudad sin televisión, que es el opio. Y lo que yo quería contar en Cosas que hacen boom es como un niño raro encuentra a otros tíos raros y cree que el grupo de raros va a ser su salvación. Pero al final no encaja ni siquiera en un grupo de raros, con lo cual el mensaje es muy pesimista, es que para algunos raros ni siquiera un grupo de raros va a servir de familia, es demasiado raro incluso para los raros. Oui. Kiko Amat, vous mettez vous-même en scène personnellement dans le livre. Pourquoi? Es muy sencillo. Como el protagonista se parece tanto a mí, o sea, soy yo el protagonista, para evitar que todos mis amigos y familia me dijeran que era yo el que decía todas las atrocidades y burradas que dice el protagonista, me puse un personaje con mi nombre para que todo el mundo, para despistar, para que la gente creyera que el yo era aquel tipo en lugar del protagonista, que soy yo. Y el personaje que se llama Kiko Amat es un tío normal, a ver si la gente se lo creía. On va arriver à la fin du livre qui parle de la chute et là vous utilisez beaucoup le paradoxe. Vous dites par exemple que pour toucher le fond, le chemin est une côte à gravir. Esto es una canción de soul. C'est une chanson du groupe Soul. No, de música soul. Ah, de música Soul, excusez-moi. Que se llama It's an Uphill Climb to the Bottom. Il s'appelle comme ça. Que quiere decir que hundirte, Il veut dire toucher le fond. que la caída es un esfuerzo. La chute, c'est un effort. Que ni siquiera caer es fácil. O sea, dejarte caer y hundirte es difícil. Même pas tomber, c'est facile. Con lo cual, esa caída es una caída, pero es una cuesta arriba en realidad. Que la chute, en fait, c'est un chemin à gravir. Vous parliez vous avez dit une phrase en anglais, et dans ce livre, à tout moment, vous faites une petite incursion dans l'anglais et vous dites les Anglais ont un mot pour ça. Et ça donne une impression comme si vous vouliez encore argumenter votre sujet pour le renforcer encore. Les Anglais ont un mot pour ça. Porque lo de ser español no era muy interesante. Y nunca leí libros de autores españoles hasta que tenía 35 años. Por tanto, todas mis lecturas de infancia y de juventud son inglesas. Aprendí a hablar inglés muy temprano, a los 17 o 18, para poder leer los libros en inglés. Y no vengo de una tradición española o barcelonesa porque me crié con libros ingleses, con lo cual me sale sin querer, me salen palabras en inglés y quería que estuvieran en el texto porque el idioma inglés tiene palabras muy precisas para algunos estados de ánimo. Y el inglés tiene una cosa maravillosa que es que con 3 palabras las juntan sin demasiado lío y hacen una nueva palabra. Y eso para un autor es muy atractivo. Les Anglais ont quelque chose. Alors il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger dans votre œuvre, c'est la musique. Vous êtes, je crois, très sensible à la musique et à la fin du livre, il y a une playlist de morceaux musicaux, de jazz, de soul, de rock, de pop. La musique, c'est très important dans quelle mesure chez vous, je crois aussi pour l'écriture, n'est-ce pas? Yo también, aparte de ser autor, he entrevistado a muchos autores como periodista y siempre les pregunto, si llega a haber la opción entre ser una rockstar o un autor, ¿prefieres escribir una novela o tocar en los Clash? Tocar en los Clash, obviamente. Por tanto, escribir una novela es la segunda cosa que yo quería hacer. Como la primera no tenía talento, me dediqué a escribir libros. Pero la música pop fue mi primer amor, mucho antes que los libros, y fue mi primera obsesión también. Y la música pop, evidentemente, está en todo lo que escribo y por tanto aparecen
no solo menciones a grupos, sino trozos de canciones en lo que escribo, porque es la forma como yo aprendí a hablar con canciones. Y como por último, me gusta el pop como algo que no necesita una educación, es algo directo, o sea, o te gusta o no te gusta, no tienes que ir a la universidad. El pop es una herramienta igualitaria. Merci Kiko. Gracias. Nous allons terminer par le plus gros des 3 livres. C'était par ordre de taille. Le bourreau de Gaudi, de Rosa Eslamata, traduit donc par Serge Mestre, paru aux Actes Sud. Alors, c'est un policier, c'est un roman policier, et je vais vous avouer une chose, c'est que le roman policier, moi-même, ce n'est pas ma tasse de thé, donc je ne cours pas vraiment après. De plus, les gros pavés, ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Et je me suis retrouvée devant ce livre et je vous assure, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai lu en 1 semaine, je ne pouvais pas le lâcher. C'est tellement captivant, c'est tellement une histoire rocambolesque, accablante, avec de la violence, avec de la douceur, avec des personnages très typés, en même temps hors normes aussi. Ça parle également de l'après-franquisme, ça parle de Barcelone. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la couverture. Alors, on a déjà Paro, 2 personnages dans la couverture. C'est Gaudi, puisque ce que vous voyez ici, n'est-ce pas, Paro, c'est... Bueno, la portada es que es básica para la novela, para la comprensión de la novela y el porqué de la obsesión de los personajes en la trama. Encore un mot, obsession, vous voyez un peu les points communs qu'il y a entre ces 3 auteurs espagnols. Ça doit être inhérent à la... Voilà. Un policier, vous n'en avez jamais écrit, c'est le premier policier que vous écrivez, pourquoi? Sí, porque, bueno, me hicieron ver amigos, editores, lectores, que todas las novelas que había escrito desde la primera, incluso las para la juventud, había un trasfondo negro. Y entonces me animaron a, porque no escribes una novela negra. Merci. Oui, alors c'est un roman policier avec tous les ingrédients d'un roman policier. C'est-à-dire que vous avez un inspecteur qui est par moments odieux, qui est complètement instable, qui est plein de contradictions, qui est bourru, qui est un peu fou, mais que vous aimez, parce que vous les aimez comme ça, les inspecteurs. Bueno, es una de las cualidades del inspector Milo Malar. Es un personaje impredecible, siempre está un poco al límite de todo, pero es un personaje al que acabamos comprendiendo. Il y a à ses côtés, bien sûr, vous vous en doutez, une jeune sous-inspectrice qui est, elle, complètement tout à fait différente, puisqu'elle, c'est une idéaliste. Elle a une manière de se présenter, d'acheter des t-shirts, parce qu'elle a fait ses études aux États-Unis, donc elle a des t-shirts avec des slogans américains qui font vraiment contraste avec. Bueno, la intención era hacer un poco la burla de toda esta especie de hábito que hay con el mito norteamericano de la eficacia, simplemente es una ironía al respecto. Yo creo que ya está bien de acabar con esta especie de fama imperialista. Il y a aussi bien sûr une juge qui va avoir un très grand rôle dans le roman. Et pourquoi est-ce qu'elle rappelle l'inspecteur Milo au service? Parce que Milo, lui, il a été dispendu pour faute professionnelle, c'est ça? Bueno, la jueza lo llama precisamente porque al estar Milo siempre en el borde, es más fácil para él entender la mente criminal.
Por eso su capacidad para resolver casos complejos pues es alta. Y además porque es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Alors justement, il se trouve devant un crime odieux. Juste un petit mot quand même pour mettre l'ambiance. Bueno, sí, es odioso, no es terrorista como el de mis compañeros, pero la primera víctima aparece quemada viva en un edificio de Gaudí que se llama La Pedrera. Y además es una figura política del momento en Barcelona, de ficción. Oui, justement, donc on parle des bâtiments de Gaudí et voilà un personnage qui arrive sur la scène et qui est Gaudí, donc cet architecte génial et un peu fou, même beaucoup fou je dirais, et la ville de Barcelone. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en scène ces personnages d'une ville et de son représentant mythique? Gaudí es un genio, lo sabemos todos, y Gaudí para Barcelona es la joya de la corona. Y como es Barcelona, que es una ciudad muy comercial, si alguien quiere vengarse de Barcelona, matar Barcelona, lógicamente atacará los edificios de Gaudí. Voilà, parce que justement ce terroriste, si on veut, ce meurtrier, va s'attaquer à la ville. Pourquoi est-ce que cette enquête que va faire Milo va semer la panique parmi les notables et les riches de la ville? Bueno, esto los lectores tendrán que descubrirlo. Un tout petit peu peut-être les mettre sur la voie quand même, parce que parler de Barcelone, qu'est-ce qu'on a fait de Barcelone depuis les Jeux Olympiques de 1992? Después de a la hora de organizar los Juegos Olímpicos de 1992. À l'heure même d'organiser les Jeux Olympiques de 1992, Barcelona sufrió una transformación espectacular. Barcelona sufrió una transformación espectacular. Fue el momento que benefició a todos los ciudadanos. Oui, c'était un bon moment, en fait, c'était bénéfique pour la ville et pour les citoyens. Pero no a todos. Hubo víctimas de la expropiación, víctimas invisibles, víctimas de las que no se habla. Y para estas víctimas invisibles, la ciudad es la responsable de toda su tragedia. A partir de aquí, viene la trama. Oui, c'est vrai. Et avec ce roman, on va se promener, c'est pas le mot qui convient, on va suivre une piste comme un jeu de piste à travers Barcelone et les différents monuments, bâtiments mythiques de cette ville qu'a construit Gaudí. Sí, lógicamente, si las obras de Gaudí son la clave para el asesino, Gaudí también incorpora un misterio, digamos un enigma para todos los estudiosos. Todo esto me sirve para crear un rompecabezas, es decir, un trancadís gaudiniano. Trancadís c'est la manière de Gaudí de construire choses. Je ne sais pas la... Oui, et j'aimerais que, pour finir, peut-être que vous parliez de ce rapprochement, je ne sais pas, de ce parallèle. Vous mettez le meurtrier en parallèle avec Gaudí. Quel est il y a là une obsession qui se joue entre les deux. Bueno, decía que Gaudí es una figura enigmática. Su vida sufrió una transformación de 180 grados y nadie sabe muy bien por qué. De ser un dandy que iba a las obras en carruaje a convertirse en alguien místico, muy austero. Esta transformación de Gaudí también la sufre mi asesino. A partir de aquí encontré diferentes puntos de comparación. Mi asesino sufre un momento. Mon assassin souffre à un moment donné, et à partir de là, ça lui change aussi à 180 degrés. A partir de aquí la trama. Et à partir de là... Oui, on va pas en dire plus parce qu'il faut que vous lisiez le livre, mais je vais quand même terminer sur l'idée que j'ai soulevée en lisant le livre, qui m'est apparue évidente, c'est que les rapports avec le conte. Dans les contes, vous avez l'histoire d'un ogre horrible, méchant, qui dévore les enfants. Vous présentez Barcelone comme une ogresse qui dévore ses enfants. Il y a des êtres malfaisants, comme dans les contes. Il y a un sage, comme dans les contes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conte cruel?
Sí, sí, efectivamente. Todo está en los cuentos tradicionales, forman parte de la cultura del ser humano. Quise que hubiera un trasfondo de cuento de hermanos Grimm. La distribución de los personajes era muy sencilla. Está el ogro, está el sabio, está los niños. La princesse. Y también está la princesa y también está el antihéroe que es Milo. Et pour finir, il y a peut-être un petit problème de... Je ne sais pas si c'est un problème de traduction, pourtant Serge Mess est un très grand traducteur. J'ai trouvé une expression qu'emploie Milo, enfin donc l'inspecteur, quand il s'adresse à sa sous-inspectrice, Rebecca, il l'appelle vilaine fille. Je n'ai pas bien compris le sens de ce vilaine fille. Est-ce que c'est... En castellano, Milo llama a Rebeca chica dura. Chica dura es porque Rebeca es una mujer guerrera, vehemente, dura. Il n'y a pas la correspondance exacte. Y vilaine fille tiene un matiz machista que no es en absoluto la intención de Milo. Si algo no es Milo, es machista. D'accord, je comprends mieux maintenant. Très bien, bah merci, merci beaucoup. Alors on arrive au terme de cette rencontre. Je vous engage à aller sur le stand de la Nouvelle Librairie Sétoise qui a en charge tous nos écrivains espagnols. Tous les livres qui sont écrits. Il y a aussi pour ceux qui sont espagnols ici dans la salle, peut-être il y en a, qui aimeraient lire des livres en version originale, il y a une petite bibliothèque idéale, enfin du moins c'est ce que la libraire voulait organiser, présenter en espagnol. Sinon vous avez donc les livres de nos trois auteurs ici. Ils sont à votre disposition pour faire des dédicaces sur le stand de la Nouvelle Librairie Sétoise. Je vous engage en tout cas à aller discuter avec eux, continuer la discussion avec eux. C'est très passionnant. Voilà, merci beaucoup.